Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Réunis ce dimanche 9 janvier 2022 au Ghana, pour le 4e sommet extraordinaire, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont aggravé les sanctions contre la transition malienne. La CEDEAO continue de demander aux autorités maliennes de transition, d'organiser les élections en février 2022. Pourtant, les assises nationales récemment tenues au Mali, recommandent de prolonger la transition jusqu'à 5 ans. Mais pourquoi la France et la CEDEAO exigent-ils un calendrier électoral au Mali? Le calendrier électoral est-il l'arme fatale de la CEDEAO? Suivons maintenant le décryptage de cette situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Mali, processus électoral, l'arme fatale de la CEDEAO. C'est notre grande interrogation de ce jeudi 6 janvier de l'an de grâce 2022. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Lors des assises de refondation nationale, le peuple malien a accordé toute sa confiance aux membres de la transition pour une période de 5 ans. Mais que peut la CEDEAO? Cette organisation sous-régionale animée par le désir de voir des changements à la tête de l'État malien. Une organisation manipulée, entretenue, financée et biberonnée à la sauce de Macron et de l'Union européenne. Quand est-ce que les Africains vont se réveiller? Comment comprendre que ce sont les Africains qui trahissent le continent noir? Que faisait Goodluck Jonathan hier à Bamako? Toute honte bue, les envoyés spéciaux se succèdent pour convaincre un digne fils d'Afrique, en la personne du colonel Assimi Goïta, d'organiser une élection factice qui amènera un pantin à la tête du Mali. Goodluck Jonathan n'a rien en effet, pas discuté ou négocié la proposition de Bamako autour de la prolongation de la période intérimaire de 5 ans. Toutefois, en plus de la CEDEAO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pourrait également prendre des sanctions contre le Mali, estime d'ailleurs Ornella Moderan, responsable du programme du Sahel de l'Institut, on va le dire ainsi, d'études et de sécurité, en abrégé ISS. Et nous nous interrogeons, pourquoi faire et à quelle fin? Comment comprendre que certains Africains travaillent contre leur pays pour empocher quelques miettes et aller parader dans les villes européennes et se prendre pour des leucodermes? Quand est-ce qu'ils prendront conscience qu'ils sont des valets qui demain seront balayés d'un revers de la main? C'est vrai que celui qui vous tue ne vient pas de loin, dit d'ailleurs un adage africain. Des sanctions contre-productives, nous nous interrogeons toujours, mesdames, messieurs, car selon l'économiste Amadou Bamba, un durcissement des sanctions économiques et financières contre le Mali pourrait être préjudiciable pour les militaires au pouvoir qui proposent de rester au sommet de l'État malien jusqu'en 2026. D'ailleurs, s'ils fermaient les frontières, est-ce que les Maliens mourraient? En tout cas, jusque-là, nous nous demandons et nous nous interrogeons. Le Mali est déjà affaibli, dit d'ailleurs ce monsieur. Si les sanctions de la CEDEAO venaient à tomber, surtout la fermeture des frontières, cela pourrait rendre la situation économique du pays très difficile et susciter la pression populaire sur les autorités de la transition qui vont les faire plier pour un retour à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation des élections crédibles et transparentes. Nous pensons que les discussions d'Accra seront très houleuses, déclare d'ailleurs, on va le dire, cet économiste. Eh bien, mesdames, messieurs, ce mercredi, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile opposées à la prolongation de la transition ont appelé à une grande mobilisation samedi prochain, 8 janvier, à la pyramide du souvenir de Bamako. Partis politiques et sociétés civiles qui ont empoché la somme de 23 millions d'euros, oui, vous l'avez bien compris, de l'Élysée pour jouer le jeu de Macron. Et oui, Emmanuel Macron l'a enseigné à ses ambassadeurs et consuls de financer les partis politiques, la société civile, les ONG, les intellectuels, l'éducation, les hommes de culture, etc. Eh bien, nous sommes donc entourés de fous furieux, sans intelligence, qui sont prêts à vendre père et mère pour une poignée de CFA. C'est le cas de la soi-disant société civile malienne et les hommes politiques, nous dit-on, sans envergure, ni siège, ni argent, qui disent vouloir battre le pavé samedi sous les injonctions du maître Coq. Quelle honte. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce jeudi matin. Mali, processus électoral, l'arme fatale de la CEDEAO. Eh bien, messieurs, nous entrons dans le vif du sujet. La messe a commencé et l'homélie est déjà là. Président Bandakani, je vais me tourner vers vous.
Que faisait Goodluck Jonathan hier à Bamako, quand on sait pertinemment que lors des assises de refondation nationale, eh bien, les Maliens ont donné et accordé leur confiance, on va le dire comme ça, au président de la transition malienne et à toutes les personnes qui l'entourent pour une période de 5 ans. D'ailleurs, c'est sur ce plateau que nous avons d'ailleurs proposé cela depuis des mois aujourd'hui pour lui dire qu'ils doivent rester là jusqu'à ce que les Maliens soient en sécurité. Mon Chengo, commençons d'abord par reprendre dans notre compte les justifications légales de la CEDEAO. Le criminel qu'on envoie tout le temps là, parce que Goodluck Jonathan c'est un criminel. Oui. C'est un criminel. Alors, on l'envoie là, il se cache derrière un supposé traité qui prend ses origines le 28 mai 1975 à la suite des actions initiées par Eyadé Mapère et Yakubu Gowon du Nigeria. Ça, c'est la façade qu'on met devant. Oui. Pour justement créer une organisation d'intégration en Afrique de l'Ouest. Parlons simplement pour que tout le monde comprenne l'intégration de l'Afrique de l'Ouest, avec les objectifs qu'on connaît, pour promouvoir la coopération économique, n'est-ce pas, la coopération économique entre les populations, élever le niveau des peuples, tout ce que vous imaginez, et faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Tout le tralala habituel. Donc il y a un traité qui lie les États. Et ce traité, c'est ça qui a abouti à la mise en place de la CEDEAO, qu'on appelle encore l'organisation communautaire de la sous-région. Donc, c'est sur la base dont, au départ, c'était une organisation économique simplement, mais après, je crois, aux années 93, on a élargi ses missions, ses prérogatives au niveau politique. Rappelons ces principes fondamentaux. Parce qu'il faut que quand ils écoutent, ils pensent qu'on ne connaît pas de quoi est-ce qu'on parle. Rappelons ces principes fondamentaux et vous allez voir comment, à partir du rappel de ces principes fondamentaux, la CEDEAO a carrément renoncé à ses missions. 1. Égalité et interdépendance des États membres. Égalité et interdépendance des États membres. Oui. Solidarité et autosuffisance collective. Je pense qu'on parle français là. Solidarité et autosuffisance collective. Coopération inter-États. Harmonisation des politiques et intégration des programmes. Non-agression entre les États membres. Maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage. Règlement pacifique des différends entre les États membres, coopération active entre les États voisins, promotion d'un environnement pacifique comme préalable au développement économique, respect et promotion, protection des droits de l'homme et des peuples, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Transparence, justice économique et sociale et participation populaire au développement, reconnaissance et respect des principes juridiques de la communauté, promotion et consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans chaque État membre tel que prévu par la déclaration des principes politiques adoptée le 6 juin 1991 à Abuja. Vous comprenez? Donc, quand vous rappelez ces principes-là, vous verrez que s'ils sont 10, sur au moins 7 principes, la CEDEAO est passée à côté. Si on prend seulement le cas du Mali. Est passé à côté. Est-ce que la CEDEAO a garanti la paix au Mali? Du tout. Mon cher gosse. Est-ce que la CEDEAO a respecté la démocratie, les politiques démocratiques au Mali? Est-ce que les relations de bon voisinage sont respectées dans le cas du Mali? Est-ce que le comportement des pays voisins à l'égard du Mali est un comportement qui correspond aux ambitions de la CEDEAO? Mon cher gosse. Mon cher gosse. Alors, plus grave, mon cher gosse. Plus grave, c'est sous les yeux de la CEDEAO que le Mali est détruit. C'est-à-dire que le Mali est agressé par des terroristes, agressé par un pays étranger, qu'on appelle la France, non membre de la CEDEAO. En principe, non membre de la CEDEAO, en principe, oui. Dis bien, en principe. En principe. En principe. On le met entre guillemets. En principe, n'est-ce pas? En principe, parce que à travers le mécanisme monétaire, la CEDEAO, c'est leur champ, c'est leur champ. Bon, pour tromper les gens, ils ont créé un truc devant, pourquoi on ne les voit pas? Donc, le Mali est agressé matin, midi, soir, est détruit, son intégrité territoriale, c'est menacé depuis des années, mon chengo, depuis 8 ans. La CEDEAO n'a jamais prononcé un seul mot. Un seul mot. On n'a rien fait. Le Mali est à terre, couché, détruit, en plein jour. La CEDEAO n'a rien fait, elle ne dit rien. Des faux démocrates se sont suicidés à la tête de l'État, trahissant la démocratie, pillant le pays, détournant de l'argent. La CEDEAO n'a rien dit. Mais dès que, n'est-ce pas, des patriotes arrivent au pouvoir,
décide de travailler pour le Mali et dans le respect des principes fondamentaux de la CEDEAO, vous le rappelez, comme démontre en une seule ligne, là où le Mali a violé un seul principe de la charte de la CEDEAO, qu'on le démontre. Alors, ou bien cette charte c'est un tout, ou bien ce n'est pas une charte. En Changos. Qu'on démontre un seul. Alors, on vient vous dire, tout ce qui les intéresse, c'est que non, le calendrier électoral, conformément au principe, n'est-ce pas, adopté par le 6 juillet à Abuja, entre guillemets, les principes politiques, la déclaration des principes politiques. Qu'on nous montre, mon cher Gosse, en quoi le programme de la transition malienne, et je vais vous le lire, qui est référendum constitutionnel en décembre 2023, un scrutin local en juin 2024, ainsi que les échéances législatives et sénatoriales en 2025. Comme ils disent, en quoi ça, c'est pas démocratique? En quoi c'est pas démocratique? C'est-à-dire, et je répète encore, qu'on nous dise en quoi est-ce qu'un seul cas où la transition malienne a violé les principes fondamentaux de la CEDEAO. Mon cher gosse. Donc vous voyez que, du point de vue même de la charte de la CEDEAO, du point de vue de ses objectifs affichés, le Mali, s'il y a un pays qui respecte ça, c'est le Mali. Par contre, c'est la CEDEAO qui viole ses propres principes et qui présente alors son vrai visage au monde. C'est-à-dire quoi, comme vous avez dit, en tout cas, un papier hygiénique de la France. Je crois que je vais dire ça. Une institution au service de la France. Avec à sa tête des chefs d'État qui ont des titres de chefs d'État, mais qui sont des criminels et des ennemis du continent africain. Kolo Jonathan, vous vous rappelez ce qu'il a fait dans le cadre de la crise ivoirienne? Vous vous rappelez ses performances à la tête de son pays? Vous là, Jonathan, un incompétent, un corrompu, un ennemi du Nigeria. Quel est le Nigeria dans les mains des terroristes? Il livrait les armes aux terroristes en tant que président de son pays. Mon cher gosse. C'est lui qu'on met devant pour aller faire la médiation. Rien n'est au hasard. Il n'y a pas de hasard. Même les gens qu'on choisit comme médiateurs, ça veut tout dire. Un criminel notoire. Vous là, Jonathan. Est-ce que, quand on voit son bilan à la tête du Nigeria, vous pouvez envoyer un truc comme ça, un médiateur d'un conflit comme celui-là, d'un problème comme ça? Ça veut dire qu'on sait ce qu'on est en train de faire. C'est ce monsieur qui avait dit, lors de la crise ivoirienne, qu'il faut bombarder la Côte d'Ivoire. Vous avez oublié? On n'a pas oublié. Il est sorti, il a dit qu'il faut bombarder la Côte d'Ivoire. Vous le Jonathan. Il était en première ligne pour l'opération militaire, mon cher. Donc la CEDEAO n'est pas son premier coup. Chaque fois qu'un État de la sous-région est dans une dynamique véritablement démocratique, souverainiste et d'émancipation, c'est la CEDEAO qui va venir s'opposer à ça. Le cas de la Côte d'Ivoire veut tout dire. Tous les principes de la CEDEAO ont été violés dans le cadre de la situation ivoirienne. Tous ces principes. Mais la CEDEAO a fait quoi? La CEDEAO a pris cet allié aux rebelles, a pris fait et cause pour la rébellion. Évidemment, sous injonction de la France et de la communauté internationale autoproclamée, la CEDEAO s'est rangée du côté d'une rébellion, a soutenu cette rébellion et l'a portée au pouvoir. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est un chef rebelle qui a revêtu dans le costume de président, on appelle Ouattara, est un des personnes qui parlent fort, n'est-ce pas, dans la CEDEAO, et à qui la transition malienne doit aller présenter son programme. Mais c'est quand même terrible, mon cher. Il va aller présenter son programme à M. Ouattara, qui veut qu'on le respecte. On l'appelle président. Il veut les honneurs. Il veut des honneurs. Donc vous voyez le type de personnes qui sont là, mon cher gosse, et qui sont en première ligne, pour comprendre ce qui se passe. La CEDEAO, quand on a évacué ça, le rôle vous dit que veut la CEDEAO? Elle ne veut rien. Elle veut la mort du Mali. Elle veut la mort du Mali, comme elle veut la mort de l'Afrique. C'est ça à quoi elle sert. C'est ça à quoi sert l'Union africaine. Ils veulent la mort de l'Afrique. Pourvu qu'on garantisse leur salaire, pourvu que les financements extérieurs soient garantis comme d'habitude, et qu'ils puissent être des Africains blancs, qui voyagent, c'est-à-dire qui traversent la Méditerranée, qui de temps en temps, et l'Afrique serait comme le président sénégalais. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir, il va habiter en France. Quand il fait froid en France, il vient au Sénégal. Quand ça commence à chauffer, il rentre en France. Mais son vrai pays, c'est la France. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à réfléchir. C'est la France qui est derrière tout ça. C'est elle qui orchestre tout ça. Pourquoi? Parce que la France a compris. Elle ne veut plus être devant en première ligne. Parce qu'elle comprend que plus on voit sa tête en Afrique, c'est grave. Bon, ça c'est connu. Mais au niveau international, cette dynamique est en train de créer une situation qui est très, très négative et inconfortable pour la France. En termes de crédibilité, en termes d'image. Donc la CEDEAO
veut transformer le conflit malien en un conflit interafricain. Mon cher Ngoz. C'est ça qu'il s'agit. Et Macron l'a même dit. Que la France n'a pas affaire avec le Mali, que le Mali a affaire avec ses voisins. Donc, depuis un moment, Macron veut à tout prix faire à ce qu'on croit, que le monde entier croit que l'affaire du Mali, c'est une affaire entre les Africains, comme ils ont l'habitude, qui sont en train de se poignarder, qui font ce qu'ils font l'habitude de s'entre-déchirer, s'entre-poignarder, s'entre-tuer. C'est ça la démarche qui est derrière. Et la CEDEAO est à fond dans ce jeu. Pour des raisons qu'on connaît tous. À fond dans ce jeu. Pour des raisons financières. Pour des raisons parce que les chefs d'État de la CEDEAO, vous prenez M. Ouattara, vous prenez Kaboré, vous prenez Bazoum. Et il y a des fils, ce truc que vous appelez Bazoum, vous prenez tous ces présidents-là, regardez-les, regardez leur carrière, regardez qui ils sont. Ce ne sont pas des Africains. Kabora a trompé les gens. J'allais oublier Macky Sall. Et le Togo. Je l'ai cité. Okay. Donc quand vous regardez ces chefs d'État, ou bien comment ça fait, leur carrière, leur vie, leur avenir n'ont rien à voir avec le sort de l'Afrique. Il faut bien comprendre. Ils sont à la tête des pays africains. Pour la plupart, ils sont placés par qui? Par Paris. Commençons. Le vaurien de Bazoum, qui l'a placé là. C'est le Drian qui l'a placé. Le grand électeur Drian, c'est lui qui l'a placé là. Et il y a des matrices, il est la honte du continent africain. C'est-à-dire, il n'est même pas marié. Il refuse de se marier. Je dis, il y a des mafis. Nous, on a fermé les yeux sur ce que son père a fait. On a dit, on prend de la hauteur. On a dit qu'on ne faut pas confondre le fils au père. Mais il nous rappelle qu'il est le vrai fils et qu'il va même dépasser le père. Fort, il y a des marques que vous voyez là. C'est-à-dire, il se comporte comme un petit voyou. Il dit qu'il ne veut pas se marier. Aujourd'hui, il prend telle femme, soit il confond, il bagarre avec les joueurs, les femmes des joueurs, il discute. Il joue au football. C'est compliqué l'histoire de ce président-là. Ils sont obligés de parler comme ça de lui. Parce que pendant longtemps, on a essayé de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. C'est-à-dire, le Togo est devenu, c'est-à-dire que c'est une arrière-cour de la France où tous les coups tordus, où tout ce que la France fait de mauvais est expérimenté en secret avant d'être appliqué. C'est ça à quoi il sert. C'est pour ça qu'on lui il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà. Et vous vous rappelez qu'elle a changé la constitution. Les Togolais étaient par milliers dans la rue. La CEDEAO a fait quoi? Vous avez oublié? Absolument rien. Non, l'a soutenu. L'a soutenu. Il allait se cacher. Il s'est caché à l'époque. Il s'est caché à Abidjan. Il allait se cacher. Et il allait se cacher dans les mains de la CEDEAO. Qu'il a maintenu là contre les démocrates. Mon cher Goff. Marc Christian Kaboré, il sort d'où? Bras droit de Compaoré pendant des années. Et c'est lui que la France a utilisé pour... ont des classes sociales, des classes, ça veut dire quoi? Des intérêts sociaux, économiques, culturels, qu'ils traînent derrière eux. Vous avez tous les ministres là, dans chaque différent pays. Vous avez tous les, comment on dit ça, les dungourous de ces ministres. Donc, ce sont des millions de personnes, mon cher Goss, des millions d'Africains dont les intérêts sont menacés par la dynamique malienne. Est-ce que vous comprenez ça? Et dis-moi, vous en appelez ici hier, que dans l'un de leurs principes, on a dit quoi? Que après avoir fait tout ce qu'on fait, il faut corrompre l'Africain, c'est-à-dire lui donner des avantages matériels. Et lui faire croire qu'il est un blanc. Donc, que parmi ses frères, il est distingué par le blanc. La charte de Bilderberg. Clair. Donc, dès que on fait ça, ça marche. Donc, le problème de la tradition malienne, c'est que elle met, j'allais oublier le celui du Ghana. Nana Akufo-Addo. Qui bavard pour tout. J'ai dit aux Africains depuis, c'est pas un panafricain. Je l'ai dit depuis, oh, président, il parle bien, mais il parle bien, vous le connaissez. Qui était l'invité d'honneur de son cérémonie d'investiture? Alassane. Ça veut dire l'invité d'honneur? Et les gens me disent, vous me faites. L'invité d'honneur, c'était Alassane Ouattara. Donc, c'est un poulet de M. Ouattara. Il adore Ouattara, c'est son Dieu. Qu'attendez-vous d'un type comme ça, qui fait le cinéma? C'est un traître, M. Goss. Donc, vous avez toute cette lignée-là. Ça se compte par centaines de millions, ces gens-là. Qui n'ont pas intérêt à ce que Assimi Goïta réussisse. Pourquoi? Parce que s'ils réussissent, eux, ils vont tomber. Ne cherchez pas loin. Voilà, tu peux demander, tu veux qu'on réponde que je cherche à CEDEAO. Je te réponds clair et net. Voilà ce qu'il cherche. Faire tomber la transition malienne, c'est tout. Faire échouer cette transition, mon cher Goss. Parce que cette transition, si elle réussit, c'est terminé, l'Afrique de l'Ouest change. C'est-à-dire que tous ces intérêts-là vont tomber. C'est de cela qu'il s'agit. Ça vous rappelle pas une époque où Sankara était président de Burkina Faso? Exact. La sous-région était à feu et à sang. Il menaçait tout le monde. Le vieux de la Côte d'Ivoire, là, ne dormait plus. Tous les présidents, là, ils passaient le temps à compléter que mais il faut que le type-ci meure.
Il faut qu'ils tombent parce qu'ils étaient tellement populaires. Il fallait y aller en public, ils applaudissaient quand ils parlaient. Parce qu'ils étaient très populaires sur le continent. Mais par derrière, ils complotaient tous les jours. Jusqu'au jour où ils ont trouvé le bon gars, au bon endroit, Blaise Compaoré. À qui le vieux a donné une Ivoirienne, Chantal Compaoré, a donné comme pacte du crime. On lui a dit, tu fais la mission. Tu seras le président éternel de Burkina Faso. Il y a passé 22 ans, hébergeant tous les terroristes à Ouagadougou, n'est-ce pas? Protégé, nourri par la France. Ça, c'est que Dieu le dégage par ce qu'on appelait la révolution populaire. Il est tombé. Aujourd'hui, il cherche à aller se faire soigner en France. On lui refuse le visa. Mon chien gosse. Donc, voilà ce que les gens cherchent. Donc, Paris est derrière. Paris veut en finir. L'Europe veut finir. L'Occident veut finir avec le face-à-face qui les oppose directement à nous. Parce que pendant qu'il y a ce face-à-face, il y a une conscience politique africaine qui fait que grandir, une puissante opinion panafricaniste prend le dessus. Ça-à-dire que c'est la phobie de l'Occident. Qu'il y a une puissante consolidation de l'opinion publique panafricaniste. Ils sont morts, ils ne veulent pas de ça. Donc on a dit à la... Non, retirez-vous, mettez en avant la CEDEAO au nom de sa fausse charte de la démocratie là. Qu'elle ne respecte jamais. Elle n'a jamais respecté nulle part. Mettez-la en avant comme ça, ça devient un conflit entre Africains. On ne le voit pas, c'est ce qu'elle cherche, mon chien gosse. Quand j'ai fini de dire ça, est-ce que vous dites, tout à l'heure je vous ai entendu, vous avez dit, convoquant un économiste, que le Mali va tomber si on ferme les frontières. Le Mali ne tombera pas. À l'heure actuelle, on ne vous dit pas, moi je vous donne l'information. À l'heure actuelle, le Mali a décidé ceci. Quand elle vend ses produits à l'étranger, on lui verse l'argent directement dans sa banque centrale. Oui, les devises, oui. Je vous le dis. C'est même un des vrais problèmes qu'il y avait la France. Mais la France est embêtée parce qu'elle dit que si elle se trouve le problème très vite, le Mali peut se radicaliser et ça fait tache d'huile dans la sous-région. Alors qu'elle a son projet de Wakron doit être mis en place en 2027. Donc en même temps, ils ont peur. Pour vous dire à quel niveau Assimi Goïta est déterminé. Il y a un pays qui fait ça en Afrique centrale, c'est le Cameroun, les gens ne savent pas. J'ai les données de chiffres de la BA. Bon, pour l'Afrique centrale, c'est terminé, les gens ne le savent pas. La BA qui ne verse plus rien au compte d'opération, hein. Les gens ne le savent pas. Au Cameroun, c'est clair. Allez voir les comptes, allez voir les chiffres sont là. Je les ai. Sans faire le bruit, l'affaire est terminée. Donc Assimi Goïta a dit à tous, c'est comme ça d'abord sur le contrat avec la Russie, vous me versez, si vous vendez quelque chose, vous me versez ça directement. Ça veut dire qu'ils ont anticipé. Et dans le Mali, qui est plus riche là-bas dans la sous-région que le Mali? Aucun pays. Donc si le Mali peut vendre ses produits directement à l'étranger et recevoir les devises, la Côte d'Ivoire lui sert à quoi? Burkina sert à quoi? Si vous voulez faire ça, il sert à quoi? Mon cher Ngoz, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on a voulu asphyxier un pays par les pays de la frontière, par les pays frontaliers, dans le cadre d'une révolution. La Russie a connu ça. C'est trop loin. Mais Cuba a connu ça. C'est très loin. Cuba a connu ça. Sankara a même connu ça à un moment donné, mais en 400, il a fait ce qu'en 22 ans Compaoré n'a pas pu faire. Mais nous ne sommes plus à l'époque. Les temps ont changé. Si les pays africains voisins du Mali veulent l'asphyxier, le Mali va trouver des partenaires dans le monde. Ils sont prêts comme ça. La Corée du Nord, quand il la porte. Et il va trouver des partenaires dans le monde entier. Et on verra très bien ce que ça va donner, mon cher gosse. Les données ont changé, c'est pas la même chose. Donc, le Mali n'est pas en position de faiblesse, contrairement à ce que les gens croient. La question de l'électricité, par laquelle le rebelle en chef de la Côte d'Ivoire, un rebelle, un tueur, fait le chantage, ça ne marche pas. On va remplacer ça en 2 minutes. Il y a les compétences pour ça. Hein. Oui. Je n'ai pas dit c'est des choses aussi. Vous comprenez? Donc, il y a cette bataille-là, mon cher gosse. Et je donne un exemple. Le Mali était membre de la Mauritanie. Mais elle s'est retirée en 2000. La Mauritanie est morte. Est-ce que la Mauritanie a disparu? La Mauritanie s'est retirée de la CEDEAO en 2000. À cause justement de leurs histoires de trahison là, et de leur soumission à la France exagérée. Là. Le Mali s'est retiré en 2000. La Mauritanie. Pardon, la Mauritanie. Surtout sur la question de la fausse démocratie de la CEDEAO. Voilà. Elle s'est retirée. Mais la Mauritanie ne vit pas. Et la monnaie. Et ça, elle ne vit pas. Donc il faut arrêter ça. C'est un tournant majeur. La CEDEAO n'a pas les moyens d'imposer quelque chose au Mali. Il faut le dire là. On n'a pas les moyens. Leurs sanctions, on s'en fout. Et si ça continue, l'opinion panafricaniste africaine et mondiale qui est puissante doit s'organiser à créer un fonds de soutien au Mali où tous les Africains du monde entier, la diaspora, doivent mettre l'argent directement pour soutenir le Mali. Il faut arrêter de parler ici. Il faut soutenir le Mali à fond. Donc on doit être prêt. Ça ne coûte rien. Hein. On crée un fonds domicilié là-bas, au Mali. Chacun envoie son argent là-bas.
On soutient le Mali. Le Mali ne tombera pas à gauche. Ça ne tombera pas. C'est un tournant. La CEDEAO va échouer au Mali. Et tous les pays là, qui complotent là, n'auront pas d'autre choix que de suivre la révolution malienne où leurs dirigeants vont tomber. Merci pour cette première prise de parole, président Balekani. Albert Anatola, ici, pourquoi la CEDEAO s'intéresse tant à un processus électoral qu'à la sécurité ou au bien-être des Maliens? Déjà, je voudrais vous indiquer, Steve Jelongos, qu'il n'existe pas de médiateur neutre. Monsieur le médiateur, Goulot Jonathan Ebele, n'est pas neutre. Deuxième chose qu'il faut convoquer dans mon analyse, la CEDEAO est dans une situation d'ingérence désormais dans le contexte actuel au Mali. Troisième chose qu'il faut également convoquer dans mon analyse, la CEDEAO est dans une posture de caporalisation du Mali par procuration. Quand j'ai convoqué ces trois éléments, il faut donc véritablement entrer dans l'analyse de l'ingérence de la CEDEAO au niveau du Mali. Parce que souvenez-vous, hier, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a dit et déclaré que le Mali reste, les autorités maliennes restent ouvertes au dialogue. C'est-à-dire qu'ils ne ferment pas, mais ils ont leur position parce qu'ils ont fait des propositions, parce qu'ils savent ce qu'il faut pour le Mali. Donc, ce n'est pas au médiateur qui n'est pas neutre qui doit leur imposer un calendrier quelconque, un calendrier politique, n'est-ce pas, suggéré par Paris, par Macron, pour dire les choses qui doivent être dites. Si nous pouvons être naïfs de penser que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, bon Dieu, mais je pense que le peuple malien, dans sa grande majorité, a donné son opinion par rapport à la question de la transition malienne. À savoir que la priorité aujourd'hui au Mali, c'est la sécurité du Mali. Et de ce point de vue, je crois qu'il s'agit d'un élément non négociable. Ce n'est pas négociable la sécurité d'un pays, d'un État. Parce que c'est le rôle régalien d'un État de pouvoir assurer la sécurité de son pays et de ses populations. Ça, c'est important. Hier, nous avons débattu d'une thématique qui portait également sur, j'allais dire, la mobilisation opérationnelle actuelle au Mali qui ne produit aucun résultat. Et désormais, nous savons pourquoi est-ce qu'il y a cette mobilisation opérationnelle. Parce qu'ils ont un autre projet, ils ne sont pas dans le projet des Maliens. La CEDEAO n'est pas dans le projet des Maliens. L'Union africaine n'est pas dans le projet des Maliens. Et pas plus que, justement, cette mobilisation opérationnelle n'est pas dans le projet des Maliens. Vous avez des sous-marins, désormais même, ils avancent à visage, j'allais dire, découvert, qui parlent des politiciens et de la société civile, qui sont corrompus et qui, justement, travaillent contre le Mali et le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'indiquais hier, la situation malienne interpelle le Golfe de Guinée, interpelle le Cameroun, interpelle le Tchad, interpelle la République centrafricaine, interpelle le Gabon, interpelle la République démocratique du Congo. Donc il ne faut pas penser que, comme le Sahel est à quelques milliers de kilomètres d'ici, c'est très loin. Non. Je pense que quand je parle dans de l'ingérence, effectivement, la CEDEAO est dans une posture d'ingérence. Je voudrais quand même rappeler quelque chose qui est l'aiguillon d'un État, la loi fondamentale. Et la posture du médiateur qui n'est pas neutre n'intègre pas cette réalité. C'est-à-dire le respect de la loi fondamentale malienne, qui est l'aiguillon, n'est-ce pas, politique, n'est-ce pas, d'un État. Mais les choses se passent comme si il fallait mettre en parenthèse la loi fondamentale malienne. Comme s'il fallait mettre entre guillemets la charte de la transition avec ses objectifs qui sont respectés, il faut quand même le dire, hein, qui sont respectés. Ça va être dévoyé entre-temps par M. Mokhtar Ouane et son ami
qui sont allés rendre visite à monsieur. En de monsieur Macron. Voilà, qui sont allés rendre à son ami. Bandao. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Donc aujourd'hui, je crois et je pense que on doit laisser les Maliens régler leurs problèmes. Il y a un élément qui doit également intégrer dans mon analyse. Nous savons tous, y compris Paris, que si Washington a mis 20 ans en Afghanistan pour repartir en remettant le pays entre les mains des talibans, ce n'est pas Paris qui va régler la question sécuritaire au Mali. Paris qui n'a pas autant de moyens opérationnels, logistiques et financiers que Washington ne peut pas régler cette question. Du moins sur le plan militaire. Et c'est cette question qui relève de la question de géostratégie, de géopolitique. Ça doit être réglé par les autorités maliennes, par l'armée malienne. Et la raison pour laquelle je reviens également sur ce que je disais hier, à savoir qu'il faut que les dirigeants africains s'engagent dans un processus de modernisation de nos armées qui doivent être autonomes, opérationnels, avec des éléments bien formés pour ne pas aller se mettre à l'abri du parapluie sécuritaire des prédateurs. Deuxième élément d'analyse qu'il faut mettre sur la table, tout à l'heure je parlais d'une mission de caporalisation du Mali et de chantage. C'est même de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on voudrait imposer aux autorités de la transition une dynamique contre-positive. Tenez, vous avez du côté du Mali, Paris qui marchande avec les terroristes qu'il est censé combattre, à qui il achète de l'or pour financer le terrorisme, mais il est là pour combattre. Il vous dit qu'ils sont là pour combattre le terrorisme avec ses alliés. C'est quand même contradictoire. C'est pas contradictoire ça? De l'autre côté, nous avons vu les vidéos qui sont devenues désormais virales, des terroristes qui sont formés, qui sont armés, nourris par celui qui est venu les combattre. C'est-à-dire Paris. Le troisième élément qui est même encore une insulte pour les Africains, pour les panafricanistes qui sont encore fiers de leur continent. Vous savez, une armée d'occupation sur votre sol, le président de cette armée-là arrive sur votre sol, il fait la revue des troupes, de ses troupes, de ses militaires sur votre sol, et repart chez lui. Je ne sais pas si il y a un leader politique français qui peut accepter la réciprocité d'un tel acte. Je ne pense pas du tout. Troisième élément d'analyse qu'il faut mettre sur la table et qui rejoint le deuxième élément. La solution au Mali, elle est peut-être sur le plan conjoncturel, militaire, mais à titre provisoire. Mais il faut donner au Mali les moyens de régler les questions économiques parce que ça recrute parmi la pauvreté. Oui. Ça recrute parmi les jeunes qui n'ont pas d'issue, qui n'ont pas une activité. Mais je voudrais également, dans mon analyse, convoquer sur la table un élément qu'on n'intègre pas très souvent lorsqu'on nous parle du Mali. Les exécutions extrajudiciaires de l'armée française. Il faut qu'on intègre ça. Quelquefois, nous parlons, avec un vocabulaire aseptisé, nous parlons des bavures, qui n'acceptent même pas des gens, des civils, ou des terroristes, et qu'ils s'appellent des terroristes, alors que ce sont des civils, très souvent c'est des civils. Tout récemment, en début d'année là, il y a quelques jours, l'armée française a encore tué 2 Maliens, des jeunes. Ils n'en ont pas fait beaucoup, eux n'en ont pas fait écho. Ça c'est important. Donc alors, pourquoi est-ce que l'armée française n'a pas de compte à rendre pour ces exécutions-là? Quand j'ai dit cela, dès lors, il faut comprendre une chose, et c'est fondamental. La CEDEAO joue un rôle nocif au Mali.
la CEDEAO joue un rôle nocif au Mali. Parce que j'aimerais bien que lorsque M. Jonathan Goodluck était aux affaires, j'aurais bien souhaité qu'il puisse accepter qu'on vienne lui donner les injonctions, comment diriger son pays, comment combattre Boko Haram, qui n'a pas pu combattre lui. Et je ne suis pas certain. Bon, nous savons que dans sa posture de médiateur non neutre, dans sa posture de traître, comme la plupart, comme les autres d'ailleurs, ils jouent leur jeu. Pourquoi? Parce qu'on leur promet des 100 points. Et c'est ça le problème. Tout l'argent qu'ils ont volé est dans des comptes à l'étranger. Non, parce que leur promet, non seulement il y a ça, il y a ces questions, mais on leur promet des 100 points. Ils veulent revenir au pouvoir. Parce que on leur promet des 100 points. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, ça nous intéresse. Et ça nous intéresse d'autant plus que je ne vois pas quel est l'intérêt de Paris avec ses alliés de continuer à insister, à persister et à signer à rester au Mali, autant pour moi, à rester au Mali. Donc je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une mission et que vous constatez que dans votre mission, vous n'avez pas été à la hauteur de la feuille route que vous avez d'ailleurs violée, et que vous n'avez pas été à la hauteur de respecter cette feuille de route, vous tirez les conséquences. Merci Albert Anatola ici. Je me tourne vers vous, Charlie Kenyé. Quels sont les enjeux qui se cachent derrière la présence et la nuisance de la CEDEAO poussée par la France et surtout l'Union européenne, quand on sait pertinemment que le 9 janvier prochain, il y a un sommet extraordinaire qui sera organisé, on va le dire comme ça, sur le sol ghanéen, on va le dire. Le seul sujet à l'ordre du jour, ce sera de parler du Mali. Déjà, il faut comprendre qu'on est quand même gêné de voir une communauté comme celle-là tirer à boulet rouge sur un État et à chaque fois nous vanter le principe de la souveraineté des États. Parfois, on parle tellement de cette actualité qu'on semble oublier que juste à côté, il y a la Guinée-Conakry où également il y a eu... Silence total. Mais il y a eu pratiquement... C'est un silence total. Il n'y a pas de délai d'intervention. C'est-à-dire, on a l'impression que là-bas, il y a un président élu qui est au pouvoir, qui... tellement on parle du Mali. Quand je l'ai dit également, lorsqu'on veut toujours convoquer un certain nombre de chartes qui ont été faites à l'échelle internationale, dont personne ne respecte, et que la CEDEAO se plaît à vouloir venir les défendre en territoire malien, je pense que la Charte des Nations Unies également parle de la non-ingérence dans les affaires internes des États. C'est un principe de souveraineté. Mais vous m'avez posé une question très pertinente, à savoir les enjeux. Et les enjeux sont de deux ordres. Premièrement, c'est quoi? La stratégie qui avait été pensée pour le Mali, c'était justement de faire en sorte que les autorités de la transition organisent des élections. En février. En février. Et j'ai pour habitude de dire sur ce plateau, en réalité, ce n'est qu'en Afrique qu'on élit nos présidents, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'en Europe, on n'élit pas de président. Là, ça n'existe pas. On ne maîtrise pas les mécanismes électoraux. C'est-à-dire qu'en Afrique encore, nous sommes dans cette connaissance-là. C'est quelque chose qu'on nous a vendu, pour lequel vraiment... il faut qu'on le reconnaisse. Vous ne pouvez pas maîtriser la chose de quelqu'un. Ça ne cadre pas avec nos réalités. Alors, il avait été prévu à travers les élections présidentielles de février, en principe, qui devait être, je crois que ça devait être le 22, un truc comme ça, février 28, de changer à la tête du Mali, justement, celui qui est en train de nuire présentement. Et ce qui avait été pensé derrière ça, c'est quoi? C'est qu'actuellement, on est conscient qu'organiser des élections, au-delà de l'aspect sécuritaire, il faut avoir des moyens financiers. Forcément, dans un tel contexte, au vu des dépenses de l'État malien pour justement garantir la paix et la sécurité sur le Mali, organiser des élections dans ce contexte-là serait difficile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel aux bailleurs de fonds internationaux. Et on rentre dans le contexte ivoirien où vous allez voir l'Organisation des Nations Unies venir organiser des élections dans un pays et choisir qui a déjà gagné pour aller le protéger dans un hôtel bien sécurisé. Voilà le schéma premièrement qui avait été pensé au Mali. Comme en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on reprend le système, le schéma de la Côte d'Ivoire. On prend les mêmes et on recommence. Mais j'ai dit c'est vieux comme le monde, sauf qu'ils ont oublié que nous sommes allés à cette école-là. Donc on comprend très bien. Voilà premièrement le premier enjeu qui avait été pensé. Le second, c'est quoi? Parce que cet enjeu aujourd'hui, il est dépassé. Avec ce que le Mali est en train de présenter actuellement, les stratèges européens et occidentaux, les mondialistes, comme on le dit souvent, comprennent que cet élément-là ne peut pas marcher du côté du Mali. On passe à l'étape 2. Et je vais vous dire à quoi consiste l'étape 2. Le plan B consiste à quoi?
vous l'avez annoncé tout à l'heure, on finance les partis politiques, on finance les organisations de la société civile, entre guillemets, et on les demande de descendre dans la rue pour manifester. Ce qui est prévu samedi prochain. Merci. C'est le même schéma qui avait été utilisé au Cameroun, au lendemain des élections présidentielles de 2018. C'est-à-dire que la plupart des renseignements, des services de renseignement à l'échelle étrangère, principalement la DGSE, fonctionnent avec des agents dormants dans nos États, qui sont à toutes les échelles de la société, dans les gouvernements, dans la société civile, dans les partis politiques dits d'opposition, dans le système économique. Partout. Partout. Ils sont de nos... Et dès que ce genre de problème se pose, des mallets d'argent circulent à travers le système France-Afrique, qu'on ne parle pas beaucoup. Je vais faire une chronique dessus. À travers le système France-Afrique, des billets de banque vont circuler. Alors je vous parle, des billets de banque circulent, vous l'avez annoncé, 23 millions du côté du Mali. Ces gens-là vont descendre dans la rue. Et dans la rue, quel est le schéma encore qui va se passer? C'est le schéma de ce qu'on nous a vanté, ils ont appelé le printemps arabe. C'est-à-dire qu'on nous a dit que c'est une volonté des peuples arabes à beaucoup plus de liberté et de démocratie. Pourtant, ces mêmes personnes sont infiltrées. Alors qu'en réalité, dans les manifestations qui ont induit ce qu'on a appelé le printemps arabe, selon un journaliste français à la personne de Olivier Pio, qui était journaliste à Monde Diplomatique, qui avait couvert la révolution du Jasmin en 2011, il fait savoir que pendant les au cours des manifestations qui ont eu lieu à Tunis, au début du printemps arabe, il y avait des mercenaires probablement sud-africains qui avaient infiltré la foule pour justement donner un coup de pouce à cette révolution-là. Et pour rejoindre le journaliste François-Olivier Pio, il y a un site très informé en Tunisie qui s'appelle le site Tunisie Secret, qui est revenu dans les révélations du journaliste et qui faisait savoir que, en réalité, ce qu'on appelait le printemps arabe était une machination des services secrets français et américains, financée par le Qatar et implémentée par les mercenaires sud-africains, avec la complicité interne du général Félon Rachid Amar, qui a permis plus tard à ces mercenaires de quitter le territoire. C'est le même schéma qui est en train d'être préparé pour le Mali. C'est le parrainage des États-Unis et de la France. C'est ça qui est en train d'être préparé. C'est-à-dire que ce mouvement de manifestation que vous voyez qui est en cours là, qui est annoncé, le conseil que je peux donner aux autorités de la transition, c'est de bloquer tout ça. Rapidement, un peu comme on l'a fait au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a une formation politique qui vous disait tous les jours qu'il vous parle de marche pacifique. Voilà le mot. On vous parle de marche pacifique. Mais derrière la marche pacifique, on sait déjà qui on a infiltré. Et boum, 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 vous allez entendre qu'on va tirer sur les manifestations, on va faire quelques clichés, ça va faire le tour du monde. Directement, on va convoquer un conseil de sécurité au siège des Nations Unies. Le Cameroun, tel pays, le Mali, tu sais, ça justifie une intervention militaire. Voilà comment ça se passe. À défaut de ça, on légitime les autres pays de la sous-région de vous isoler sur tous les domaines. Et si possible, puisque maintenant, c'est la guerre par procuration, ils ne sont plus prêts à déployer leur armée sur nos sols. C'est-à-dire qu'on donne la légitimité à quelques pantins de vous faire la guerre sur votre propre sol. Voilà comment ça marche. Et pour comprendre comment ceci est bien pensé, je tiens à vous rappeler qu'il y a cela quelques jours, pratiquement 72 heures, vous avez le département américain qui a décidé de suspendre, comme par enchantement, le Mali, la Guinée-Conakry et l'Éthiopie de la Goa. Ce n'est pas une décision fortuite. En réalité, c'est pour légitimer la décision, le congrès, la rencontre du 9 qui aura à Accra. On leur donne déjà le là de ce qu'il faut faire. Pour dire, on a commencé, continuer. Vous faites très attention. Donc, moi je pense très clairement que voilà un peu les enjeux. C'est-à-dire que les enjeux sont de deux ordres. Premièrement, le refus des autorités de la transition à respecter ce calendrier électoral parce que ça ne cadre pas avec leurs priorités. Vous ne pouvez pas. Monsieur Ngo, je ne peux pas venir chez vous vous dire ce qui est important pour votre famille. Ça n'a pas de sens. Je pense que dans l'une des sorties même du premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, il faisait savoir à ces hommes politiques qui disent qu'ils veulent marcher là, que beaucoup parmi vous, si on vous demande d'aller battre campagne dans vos régions respectives, vous n'irez pas. Parce qu'en réalité, il n'y a pas la paix et la sécurité là-bas. Et là où, aujourd'hui, l'Occident a perdu, et c'est là où je suis pleinement d'accord avec le président Banakani, ils ont perdu cette guerre. Parce que Assimi Goïta fait quelque chose de magnifique. Il a su lier le tandem armée-nation, un peu comme le Cameroun est en train de le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà les militaires en réalité qui sont au pouvoir. Mais vous avez un premier ministre qui représente la société civile et la société politique qui sont en étroite collaboration, en mouvement, qui sont en harmonie, qui sont en osmose avec le mouvement populaire.
qui est le mouvement Yorogolo, qui porte aujourd'hui le peuple M5. Donc, vous comprenez que voilà un militaire qui a réussi à faire quelque chose d'inédit, à mettre en communion toutes les forces vives d'un peuple à parler d'une même voix. Écoutez les discours de Choguel Koukala Maïga. Vous pensez que c'est encore Hashimi Goïta qui parle là-bas? C'est un homme politique, c'est la société civile. Écoutez, voyez comment le mouvement M5 Yorogolo et tous ces mouvements-là qui massent le peuple malien à descendre dans la foule et à porter haut un mouvement. C'est quelque chose d'inédit parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. C'est-à-dire, voir un militaire réaliser ce qui est en train de se faire du côté du Mali, ça relève de l'ordre de l'impossible. Et ça, il a fait. Et l'Occident ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi il est très clair aujourd'hui, et je pense qu'on doit rester sur ces positions pour dire, ils ont eu 1000 langues, ils ont eu 1000 façons d'aider l'Afrique. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez 4 armées dans un pays. La MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. La force conjointe G5 Sahel. Barkhane. Et les femmes, vous n'arrivez pas à ramener la paix. Vous avez la force Takuba également. Non, Takuba est arrivé même récemment, c'est le bébé. Et même Takuba, même là. Je pense l'armée de la CEDEAO. Non, même l'armée de la CEDEAO, ce sont des... C'est-à-dire qu'ils ont mis tout ça pour faire en sorte que... En réalité, tout ça est lié à 2 entités précisément. Barkhane et la force conjointe G5 Sahel. C'est-à-dire que c'est 4 armées, mais avec des composantes assez importantes. D'ailleurs, Barkhane a la plus grosse force logistique. Mais ils n'ont jamais pu, en 8 ans, ramener la paix et la sécurité. Avec quel coût? Quand la MINUSMA, elle seule, a un coût de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars par an au Mali. Mais monsieur Ngos, vous savez ce que ça peut faire en termes de potentiel, en termes de restructuration d'une armée? 1 milliard de dollars par an au Mali. Ils n'ont rien pu faire. Voilà Barkhane, pareil. D'ailleurs, Barkhane et ses alliés au Mali coûtent la bagatelle somme de 600 milliards de francs CFA à l'État malien par an. 600 milliards de francs CFA que le Mali verse à la France par an pour justifier les opérations de Barkhane. Si on s'en réfère à la dernière commission... 2 milliards de francs CFA par jour. À la dernière commission parlementaire française... La dernière commission parlementaire française qui auditionnait le général Lecointe, je crois que c'était le 29 octobre 2019, qui justement faisait savoir que les OPEX, les opérations extérieures de l'armée française, de la France et de ses alliés au Mali, coûtaient la bagatelle somme de 960 millions de francs, 960 millions d'euros. Donc, pour convertir en CFA. Vous voyez que nous sommes dans un contexte et qui payait, c'est l'État malien qui payait. Est-ce qu'il payait alors en CFA ou en devise? Ça, c'est une très bonne question. Il payait donc avec le marché. Avec l'or. Parce que, en réalité, leur production annuelle était exclusivement dédiée à la France. Donc, quand on a ce genre de contexte, vous avez des personnes qui ont eu toute la latitude de ramener la paix et la sécurité quelque part, qui ne l'ont pas fait pour des intérêts égoïstes. Mais bien plus encore, qui se sont plus à armer, à financer, à entretenir le désordre pour empêcher l'État malien. Parce qu'il y a également cette complicité entre la MINUSMA et Barkhane, et avec toute cette force-là. Et tiens à vous rappeler que quand les femmes, les forces armées maliennes étaient interdites de patrouiller dans le nord, vous avez une force tampon qui était les casques bleus, qui servait de force d'interposition entre l'armée gouvernementale malienne et les rebelles dans le nord qui faisaient des patrouilles mixtes avec la force Barkhane. Comme toujours. Merci. Aujourd'hui, terminons rapidement. Aujourd'hui, pour me résumer, il faut comprendre que le Mali est un État souverain. Et dans cette souveraineté, ce que le peuple, alors les autorités de la transition malienne sont en train de faire, ça ne devrait pas se discuter. Ils n'ont qu'à prendre leurs sanctions. D'ailleurs, ce qu'ils oublient très clairement, et ils ne le savent pas, l'Algérie a très clairement dit qu'elle est prête à ouvrir un corridor. Parce qu'avec l'Algérie, vous avez la mer de l'autre côté, où vous avez la marine russe qui est stationnée de ce côté-là. L'Algérie a dit clairement que s'il bloque la frontière avec les autres pays-là, elle ouvre le corridor de son côté pour permettre d'alimenter le Mali. Donc c'est un non-événement ce qu'ils sont en train de vouloir faire de ce côté-là. Simon, je vais me tourner vers vous. Comment comprendre que des fils d'Afrique trahissent l'Afrique lorsque on voit un homme, par exemple, comme le président malien, le colonel Assimi Goïta, mettre tout en œuvre pour libérer son peuple, autour de lui, on a des frères africains qui ne sont plus des frères d'ailleurs, qui le trahissent et qui n'ont qu'un seul objectif, le voir, quitter le pouvoir et surtout laisser le Mali, on va le dire comme ça, dans le désordre. Monsieur Ngos, il faut savoir que une abeille ne vous pique pas sans se poser sur vous. C'est impossible. Oui. Une abeille ne vous pique pas sans se poser sur vous. Quelqu'un qui vous crée le problème, c'est celui qui est à côté de vous. J'ai bien compris. Donc, et vous devez remarquer une chose, hein. C'est quand tu portes ton propre seau d'eau que tu connais la valeur de chaque goutte d'eau qu'il y a dans ton seau. Et quand je dis ceci, vous verrez bien que les méthodes employées par ces Occidentaux
le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est le même scénario qui revient à tous les coups. Qui revient à tous les coups. Comme on a eu le scénario en 2011 en Côte d'Ivoire, ils veulent reprendre le même scénario du côté du Mali et sans oublier du côté de l'Éthiopie également. Bien sûr. Et vous devez savoir que partout où les Français se trouvent, où il y a des bases militaires et les intérêts français, vous n'entendrez jamais que la rébellion a attaqué un seul problème intérêt français. Jamais. Jamais. Dans aucun pays. Et pourtant, ils sont là pour combattre cette rébellion. Et cette rébellion, le nez ne la sape jamais. Si vous remarquez quelque chose... La rébellion attaque toujours les civils. Il dit un truc important. Il dit que la France vient combattre cette rébellion, mais la rébellion n'attaque jamais la France. C'est justement le gros problème. C'est quand même curieux. Vous venez, vous luttez contre... Ils vous voient bien, mais ils ne s'attaquent jamais à vous. C'est curieux. Ceci dit, vous devez comprendre que quand nous-mêmes, Africains, on passe le temps à envoyer nos enfants. Tu prends ton enfant, tu l'envoies sur ton boulot pour le former. Il va t'embrasser dans le sens du poil, il va te casser dans son bout. Du tout. Nos enfants ont reçu des bourses pour aller à l'étranger apprendre chez nos bourreaux. Ils sont partis là-bas, ils sont rentrés dans des sectes. Ils reviennent, ils créent les sectes au pays. Local. Ils vont partout, ils mettent en place, ils signent des contrats avec les bourreaux qui sont de l'autre côté. On a vu le cas de Bolloré en Afrique. Et vous allez remarquer quelque chose de très très important. Depuis que le port du Cameroun a été pris par les Africains, est-ce que vous avez encore entendu beaucoup Haram au Nord? Ça a baissé un peu. Je peux me tromper. Ça a baissé. Ah, ça a baissé. Sérieusement. Ça veut dire quoi? Si Bolloré quitte le port d'Abidjan, vous verrez que l'histoire du terrorisme va s'arrêter. Clair, net, d'accord. Si on sort du franc CFA, le terrorisme est terminé. La plaque tournante, c'est Abidjan. Parce que le problème, c'est quoi? Clair, net. Vous avez vos histoires de la corruption. La France n'a pas moyen d'entretenir la corruption. Ils n'ont pas d'argent. C'est le franc CFA qu'on fabrique à Chamalier, qu'on prend, on met en place. On distribue. Société civile, société connerie. Et il y a un monsieur qu'on appelle Goodluck, Badluck, Jonathan. Avant, il s'appelait Goodluck, maintenant c'est Badluck. Parce qu'il a atteint sa malédiction dans toute l'Afrique. Il était au Nigeria. Il était chef d'État. Il était en Gambie également avec Yaya Jammeh. Oui, comment là? Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chaque fois que ce monsieur a levé le petit doigt, la guerre s'est installée. Malheureusement pour lui, il a pris le caillou, l'oiseau a vu. Le Mali, ce n'est plus. Et je vous rappelle, quand vous voyez tous ces gens lutter pour qu'on fasse les élections rapidement au Mali, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent, plus ça dure, plus la Russie s'installe et forme les militaires. Très bien. C'est ce qui s'est passé en Centrafrique. Très Et bien. ils comprennent que si ça traîne un peu, ils ne vont plus jamais contrôler l'Afrique de l'Ouest. Ils font tout pour qu'on fasse des élections quand ils veulent et comme ils veulent. Et ils vont mettre en place une connerie qu'on appelle, qui s'installe partout, en Afrique, ils appellent la commission électorale indépendante. C'est vraiment de la rigolade. De la rigolade. Commission électorale indépendante. Ils ajoutent même indépendante. Mon Dieu. Comptez les voix. Mon Dieu. Quand je vois des Africains, des responsables africains qui acceptent des conneries comme ça, parce que les gouvernements africains sont toujours le calque de l'administration occidentale. C'est-à-dire on copie comme si on prenait, on vous disait mettez le nez devant et vous voulez mettre derrière la terre, on a dit devant. Vous êtes obligé de faire. Non, c'est malheureux. Quand je vois le continent où je me trouve, avec toutes les intelligences, avec toutes les potentialités, et qu'il y a des charlatans qu'on met à la tête des États, excusez-moi l'expression, je suis gêné. Je dis la vérité. Je suis gêné quand je vois un monsieur Badluck Jonathan qui a dirigé le Nigeria, un très grand pays. Qui a mis ça à terre. Il a détruit l'économie du Nigeria. Et maintenant, on le prend comme un médiateur pour aller au Mali. On a posé la guerre. Mon Dieu. On prépare quoi? La réussite du Mali ou bien... Bon, heureusement, quand on viole les États ne tombent pas enceintes. Heureusement. Sinon, les divers viols que les Africains subissent dans leurs États, on devait avoir fait des jumeaux. Mais heureusement pour nous, ça ne pose aucun problème. Bon, on va accepter ça comme ça, on va faire avec. Et vous savez, les gens oublient la plupart du temps que l'échelle qu'ils utilisent pour monter, c'est la même échelle qu'ils vont utiliser pour descendre. On va enlever. C'est quand même curieux. On peut pas l'échelle en mon feu. Il arrive à venir, il fait ça.
C'est pour ça que je dis encore, vraiment, quand je vois tous ces scénarios en Afrique, vraiment, ça me fait rigoler. Et je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des Africains. Il faut qu'on enlève nos cerveaux du frigo. Pardon, enlevons nos cerveaux du frigo pour les mettre quelque part. C'est trop glacé. C'est congelé. C'est un surgelé. On a surgelé, comme dit le 4A, nos cerveaux. Sortons-les là pour les mettre un peu à la chaleur, pour réfléchir un peu. Car c'est trop, c'est pas possible. Des Africains qui sont capables, ils voient ce qui se passe en Centrafrique. Il y a la paix totale. On a formé les militaires. On ne parle plus beaucoup de la Centrafrique en temps. Hein. Les Français on n'en parle plus. Hein. Je peux vous rassurer. Vraiment, c'est silence radio du côté de la Centrafrique depuis un bon bout de temps. On n'en parle plus. Sanction financière. Pour les dernières informations que nous avons de la RCA, ils sont en train de développer une armée aujourd'hui à même de concurrencer les armées les plus fortes d'Afrique. D'ailleurs, la Russie est en train de faire de nouvelles promesses là-bas en termes d'approvisionnement en armes stratégiques. Je parle bien d'armes stratégiques. Pour laisser terminer Simodé. On ne dit pas certaines choses. Non, je parlais de la Centrafrique là pour vous faire comprendre que quand vous voyez tous les gens courir vers le Mali là, ils savent que s'ils font encore 6 mois, ils ne vont plus rien contrôler au Mali. La Russie va s'installer correctement parce qu'ils ont commencé à former. Elle a dit qu'en 6 mois, elle est radio-terroriste. Bon. Elle a dit 6 mois. 26 semaines. Donc, comprenez donc que ce qui se passe au Mali, c'est la situation de toute l'Afrique de l'Ouest, la légion pour toute l'Afrique de l'Ouest qui est en train de se prendre au Mali. C'est pour ça que vous voyez la course contre la montre et même sur la montre. Ils écrasent même la montre, mais vous pouvez y arriver, mais ils ne vont jamais y arriver. Donc, la réalité est que le Mali va être l'épicentre de la décision de l'Afrique de l'Ouest pour anéantir toute la rébellion et tout le banditisme organisé par les Antilles avec leur vallée. Donc, en ce qui me concerne, il faudrait que les Africains comprennent que si on ne sort pas de ce machin du franc CFA, de l'ONU, de votre histoire des fonds monétaires internationaux, de l'Union européenne, tout ça, parce que la CEDEAO, c'est l'Union européenne. C'est la main qui donne, qui ordonne. Oui. Hein? C'est pour ça qu'il faut sortir de toutes ces histoires-là. Si on ne remet pas en place quelque chose qui est à notre environnement, à notre culture, on va passer tout le temps à tourner en rond. Heureusement, on a encore la chance d'avoir un pays comme la Russie qui est un peu soucieuse de la véritable indépendance de l'Afrique et qui est pour nous amener à avoir une véritable armée africaine et pour libérer totalement l'Afrique, parce que c'est ça qu'ils agissent aujourd'hui, libérer totalement l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on est sur ces plateaux, pour se battre, pour donner une petite orientation. Parce que les docteurs en doctorat, les professeurs en professorat, ils sont sur les plateaux, ils vont écumer les plateaux, raconter ce qu'ils voudront. Ils écument encore les plateaux aujourd'hui? Je ne sais pas, moi je suis un docteur en doctorat. Bien sûr. Vous savez, vous avez très peu au Cameroun maîtrise l'art du journalisme. Hein. Donc, ce qui fait qu'en réalité, il est temps qu'on se libère totalement et qu'on essaie d'asseoir des véritables panafricains à la tête des Africains pour pouvoir sauver l'avenir de nos enfants. Merci à vous, Simon D, pour ces belles paroles et surtout ces beaux propos que vous nous donnez ce matin. Président Banakani, jusqu'à preuve de contraire, on ne va pas dire qu'il y a un programme très clair qui s'annonce du côté du Mali. C'est plutôt un programme obscur qui est préparé de ce côté-là. Samedi prochain, bien la société civile, et sans oublier les 23 partis, on va le dire comme ça, formation politique ou parti politique, et société civile vont se retrouver pour marcher contre le programme d'Assimi Goïta et surtout de son gouvernement qui a précisé au IFOR aujourd'hui qu'ils veulent encore 5 années pour pacifier le pays. Et dimanche 9 janvier, eh bien, il y aura un sommet extraordinaire à Accra, tout ça pour parler du Mali. Ce n'est pas un plan blanc comme la neige. Messieurs, j'accorderai 5 minutes à chacun d'entre vous. Kenny vous a expliqué les différentes séquences du plan. Vous a expliqué clair. Pourquoi on marche le 8 alors que le sommet c'est le 9? La manifestation a lieu à la veille du sommet. Ça vous dit il faut bien qu'on explique ça au téléspectateur. Non, il n'y a pas de hasard. Je vais encore plus loin. Oui. Donc, M. Macron va dire que ce sont les Africains qui m'ont dit de financer la démocratie et je respecte les engagements qu'on a pris en Afrique. Ça veut dire, dans la majorité des cas, traître, valet de l'étranger. Des vauriens, des valets de la France. Il ne parle jamais du rôle de la France, de l'ONU, de la communauté internationale. Nous avons démontré hier comment l'ONU viole sa charte et ses résolutions au Mali. En remettant les paroles du Premier ministre qui a cité les articles, les résolutions. On les vote
Et quand la MONUSMA arrive au Mali, elle dit aux Maliens qu'on n'est pas ici là pour ça. Dis-moi. Vous dites, ils rêvent et ils poussent en sourdine que les États de la CEDEAO décalent la guerre au Mali. Vous savez pourquoi ça va arranger la France normalement? Parce que imaginez-vous que la Russie se retrouve en train de faire la guerre au pays de la CEDEAO. Mais la France va danser. Tout à fait. Elle va danser, elle dit que maintenant les Russes font la guerre à la CEDEAO et il y a une petite guerre mondiale. Rapidement, Chirac m'appelle, il fait pression. Il dit il fallait qu'il y ait un impôt cyclé que nous devons verser à la France chaque année. Après tout ce qu'elle pille, ramasse, il faut encore un impôt qu'on doit payer. Mais Chissalo dit attends, je rêve, tu parles de quoi là? Il lui explique, il dit que merde, la seule personne qui peut nous aider, c'est Mandela. Mandela vivant encore. Chissalo appelle Mandela, il dit à Mandela que Mandela plus, il dit que merde. Et puis je veux pisser, c'est bon. Ça existe encore ça. Hein? Il dit mais c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Mandela appelle Chirac. Il dit mais qu'est-ce que j'apprends là? Mais Chirac dit que mais ils sont des accords, ça doit être respecté. Alors comme vous m'avez appelé, je donne un moratoire de 6 mois. S'il ne paye pas ça, il va assumer les conséquences. Gauss, voilà ce que nos États vivent, c'est que la France fait subir à nos États. Mon cher Gauss, vous croyez qu'avec tout ça, pourquoi on dit qu'il y a un traité? Attention, Macron dit depuis qu'il y a un traité. Donc, et dans le traité, il a permis aux États de la CEDEAO de faire intervenir l'armée au cas où il y a un coup d'État. Parce que c'est interdit dans leur fausse charte là. Hein, il y a un coup d'État. Donc, faites attention. Quand vous avez des aventuriers comme Goulot Jonathan, quand vous avez des gens comme celui qui est au Ghana, qui n'est intéressé que par l'argent, quand vous avez celui qu'on appelle Ouattara, vous avez Kaboré qui est fui. Merci. Pour Kémy Séba, les sanctions de la CEDEAO contre le Mali sont les sanctions de l'Occident et de ses valets africains contre un État afro-souverain. Contre un État qui veut s'éloigner de l'Occident et emprunter d'autres voies. La persécution du Mali est inacceptable. A conclu Kémy Séba. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.